Bienvenue à vous, bonjour Marine Le Pen, je suis ravi de vous recevoir sur l'antenne de Radio Classique et d'LCI. Est-ce que vous attendez quelque chose de la déclaration de Jean-François Copé ce matin? Non, je ne vois pas du tout L'intérêt ce qui peut justifier une telle dramatisation. Je pense que les électeurs de l'UMP en ont soupé des guerres de chefs. Ils en ont soupé de voir que leurs dirigeants, au lieu de s'occuper de s'opposer au Parti socialiste, aiguisent leurs dagues pour mieux s'entretuer après les élections. Donc pour vous, c'est un règlement de compte, cette affaire. Oui, clairement, c'est un... Oui, clairement. Mais clairement, qui est à la manœuvre derrière François-Olivier Gisbert? J'en sais rien. Vous avez suffisamment d'expérience, vous connaissez... Non, mais je n'en sais rien. Et ça a peu d'intérêt. L'intérêt, c'est de savoir que l'état d'esprit qui anime aujourd'hui l'UMP, c'est-à-dire un état d'esprit qui vise en réalité à organiser la guerre civile au sein du mouvement, au lieu de s'attacher à apporter des réponses aux Français qui en attendent, et notamment au travers de ces municipales. Mais c'est vous qui avez déclaré, Madame Le Pen, que Nicolas Sarkozy était l'homme qui finalement faisait vivre l'UMP à l'heure de ses caprices. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, car... Donc, d'une certaine manière, vous avez donné vous-même la piste. Non, mais c'est vrai que ce faux suspense que fait vivre Nicolas Sarkozy veut quand même dire quelque chose. C'est que, à force de dire « je vais revenir, je vais revenir, je vais revenir », il lance un autre message. C'est personne à l'UMP n'a la qualité pour diriger le mouvement et pour rassembler dans une élection. C'est quand même très cruel de sa part à l'égard de ses anciens Donc, amis ce serait et lui. accessoirement de son Si j'en crois votre analyse, ce serait lui. Non, pas du tout. Je ne mélange pas les deux situations. Je veux dire, ce mouvement est dans une inertie absolue. Les jointures ne tiennent qu'avec du sucre. Ça veut dire qu'il suffit d'une averse pour que tout ça se délite. Moi, je pense qu'il n'y a plus rien à en attendre de ce mouvement. Voilà quelle est mon analyse. Et cette dernière affaire du point, je crois, est un élément supplémentaire qui le démontre. Mais est-ce que vous considérez que dans un cadre qui est assez particulier, puisqu'on est dans un cadre d'élection, il faudrait que Jean-François Copé se retire ou en tout cas prenne une certaine forme de distance à l'égard de la présidence de lui. C'est pas votre affaire, vous êtes le Front National. Voilà, je comprends très bien. Mais c'est un contexte d'élection. Donc je ne sais pas quel est le fond de cette affaire. Objectivement, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect politique. Et l'aspect politique, c'est la guerre des chefs. Voilà. C'est la guerre qui n'a jamais cessé dans les coulisses de l'UMP. C'est du temps passé à se bagarrer, à chercher à prendre la place de l'autre, à décrédibiliser les uns ou les autres. Or, moi, ce que je dis aux Français, c'est qu'ils sont la dernière préoccupation des dirigeants de l'UMP, et les dirigeants de l'UMP le montrent tous les jours. Ça, c'est le vrai intérêt, si vous voulez, sur le plan de la politique de l'ensemble. Mais donc c'est une bonne opération pour vous ce matin, finalement. Je ne sais pas si c'est une bonne opération. Si qu'une partie de la direction de l'UMP soit décrédibilisée, c'est plutôt une bonne chose pour le Front National. C'est une mauvaise opération pour les Français, et c'est une mauvaise opération pour les adhérents et les électeurs de l'UMP qui sont bien obligés de constater que, alors qu'on leur a dit, c'est un peu comme la crise, on passe sa vie à dire que la crise est finie, eh bien la crise à l'UMP, elle non plus, elle n'est pas finie. Tout le monde s'attend à ce que vous ayez beaucoup d'électeurs, séquence municipale européenne, mais pour les municipales, combien d'élus? Alors, je sais que vous ne voulez pas donner le chiffre, mais est-ce que vous avez quand même une estimation? Mais j'ai des objectifs, pas une estimation. Et mon objectif, c'est que nous ayons plus de 1000 conseillers municipaux. Nous n'en avons que 60 aujourd'hui. Donc ce serait effectivement une percée absolument exceptionnelle dans une élection dont tout le monde sait que c'est une élection difficile pour le Front National, pour une raison simple, c'est que quand vous n'avez pas de sortant, vous partez avec un handicap sérieux. Eh bien, nous allons courir la course avec ce handicap, et je pense que nous allons réussir à remonter ce handicap pour avoir demain des élus locaux, pour faire cette politique de proximité qu'attendent aussi les Français, pour développer nos idées dans les territoires et pour construire les fondations, car les municipales, ce sont les fondations d'une victoire politique. D'une victoire politique au présidentiel? Oui, bien sûr. Mais évidemment, c'est important, la présidentielle. C'est au cas où ça vous aurait échappé. Non, mais ça ne m'a pas échappé, mais je sens dans votre discours que c'est une sorte de répétition. Non, mais c'est l'élection majeure. L'élection majeure, celle qui permet de retrouver notre liberté, de retrouver notre souveraineté, de retrouver notre indépendance, de changer la politique économique, et notamment en défendant les intérêts de la France face à Bruxelles,
quitte d'ailleurs, si on n'obtient pas ce que nous voulons, à demander aux Français de choisir de rester ou non dans l'Union européenne. Point important, Marine Le Pen, vous savez que des villes ont été gérées par le Front National. Ça ne s'est pas toujours bien passé. Est-ce que vous considérez que de ce point de vue-là, le Front National, sous votre présidence, a changé en termes de crédibilité? Vous savez, quand on a 20 ans, on n'est pas pareil que quand on en a 40. Quand on en a 40, on a peut-être plus d'expérience, peut-être même plus de compétences. Mais on a dit beaucoup de choses sur ces villes en 95. Il y a eu des comportements personnels de la part de certains maires élus profondément condamnables. Et pour certains, d'ailleurs, ce sont leurs propres conseillers municipaux du Front National qui ont poussé à leur départ, compte tenu de la situation. Mais sur le plan financier des villes, moi, j'en appelle aux Français qu'ils se renseignent véritablement et ils verront que le ratio de dette avait baissé dans ces villes, que les impôts avaient baissé dans ces villes. Donc, je pense qu'on fait un faux procès. Alors, tout n'était pas parfait, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu des erreurs qui ont été commises, c'est le moins qu'on puisse dire. L'important, c'est d'en tirer expérience et de ne pas les renouveler. C'est l'engagement, évidemment, que je prends. À part Hénin Beaumont, qui est donné gagnant pour vous par l'IFOP, il faut être prudent avec les sondages. Est-ce qu'il y a d'autres villes qui vous paraissent à portée de la main? Oui, il y en a un certain nombre d'autres dans lesquelles... Mais je ne les citerai pas parce que ce serait donner un éclairage sur elles et pas sur d'autres qui peut-être apporteront elles aussi des bonnes surprises. Vous avez quand même bien quelques idées. Non, mais non, monsieur Durand, car il y a une situation que vous ne mesurez pas, c'est qu'il y a beaucoup d'inconnus dans une élection municipale. Le taux d'abstention, le nombre de candidats qui arrivent au second tour, est-ce qu'ils vont se désister les uns pour les autres ou pas? Est-ce qu'ils vont rester en lice? Est-ce qu'ils vont se maintenir? Est-ce que nous arriverons en tête? C'est de la prudence ou un aveu de faiblesse? Non, c'est ni la prudence ni un aveu de faiblesse. C'est que je pense que l'élection doit se dérouler et qu'encore une fois, dans une élection municipale, il y a beaucoup d'inconnus, surtout lorsque la bipolarisation de la vie politique est brisée. C'est-à-dire, c'est plus un camp contre l'autre, c'est trois forces qui aujourd'hui sont d'importance égale et qui, par conséquent, vont dans beaucoup d'endroits se mesurer les unes aux autres. Est-ce que, comme à Hénin-Beaumont ou à Forbach, puisqu'ils l'ont annoncé avant même le premier tour, les candidats UMP vont appeler à voter pour les candidats socialistes, alors même qu'ils font mine de nous dire qu'ils les combattent, que le socialisme c'est épouvantable, que ça entraîne la ruine de la France. Et pourtant, vous voyez, à Forbach et à Hénin, par exemple, déjà le candidat UMP a dit qu'il appellera à voter socialiste contre le Front National. Bon, ce qui ne cesse de démontrer d'ailleurs la collusion qui existe entre ces deux mouvements. Parmi les analyses qu'on trouve ce matin dans la presse, il y en a beaucoup qui considèrent que finalement ces municipales pourraient être très, très, très difficiles, plus difficiles encore que prévu pour la gauche. Vous parlez même de déroute, vous. Oui. Est-ce que vous considérez que c'est ce qui va se passer pour François Hollande? Oui, je pense qu'ils vont subir une véritable déroute aux élections municipales et aux élections européennes. Et c'est sa responsabilité qui est en jeu. Et un remaniement n'y fera rien. Ah, rien du tout. Honnêtement, hein, si François Hollande pense que le mercato gouvernemental peut pousser des électeurs à aller voter pour eux, c'est qu'ils prennent leurs propres électeurs pour des benets, car ça ne changera strictement rien. Voilà. Et nous le savons, la politique ne changera pas avec un changement de ministre. En revanche, si effectivement la déroute est aussi importante que celle que j'imagine, et notamment aux européennes, je ne vois pas comment le président de la République peut éviter de dissoudre l'Assemblée nationale et revenir aux élections pour permettre au peuple français, avec la proportionnelle, d'élire une assemblée véritablement représentative, qui d'ailleurs remettra en cause un certain nombre de la coproduction UMPS par rapport à la construction européenne. Si je prends cette hypothèse, est-ce que vous pourriez être candidate au poste de Premier ministre? Non, je ne vais pas être candidate au poste de Premier ministre. Quand vous n'êtes pas candidate, c'est le président qui décide, mais voilà, si jamais... Bon. D'abord, et deuxièmement... Non, mais est-ce que c'est il faut bien qu'il y ait des hypothèses de travail, quand même. Oui, il y a des hypothèses de travail, bien sûr. Vous m'avez dit présidentielle, mais si vous parlez de dissolution, pourquoi pas avant? C'est une question que je vous pose. Oui, non, mais il peut y avoir une dissolution, il peut aussi y avoir... Ce sont des hypothèses. Hein. Oui, d'accord, mais si, lors d'une élection législative à la proportionnelle, le président de la République se retrouve avec, je ne sais pas moi, 100 députés, est-ce que lui ne va pas en tirer les conséquences? Car si c'est pour repartir dans une cohabitation, très honnêtement, ça n'est pas ce que le pays demande. Le pays demande d'avoir à sa tête une force qui sait où elle va, qui a fait le constat des problèmes du pays, qui a le courage de les prendre à bras-le-corps, et elle a besoin, évidemment, cette force d'être cohérente entre le président de la République et l'Assemblée nationale. Si je vous écoute, on a l'impression qu'on est plus dans une ambiance, pas dans une réalité constitutionnelle, mais qui est celle de la 4e République plutôt que la 5e République. C'est-à-dire qu'on s'acheminerait vers une sorte de présidence qui inaugure...
Oui, non, mais c'est pas du tout, c'est pas du tout ce qu'il faut. Moi, je suis attaché au fonctionnement de la cinquième. Donc, si c'est pour avoir un président qui inaugure les chrysanthèmes et qui coupe les rubans, ça n'a strictement aucun intérêt. Voilà. Donc, il faut que les Français se mobilisent, que le peuple souverain s'avance. Voilà, pour reprendre les paroles d'un chant célèbre. Je vous trouve tranquille ce matin et la grande question qui peut se poser au plan européen, c'est est-ce que finalement ce que nous sommes en train de vivre sur le plan électoral n'est pas en train de cacher l'immense danger qui serait celui d'une guerre en Europe? Il est beaucoup plus difficile maintenant pour nos dirigeants d'expliquer que l'Europe, c'est la paix, hein, parce qu'il y a quand même eu la Yougoslavie, aujourd'hui il y a l'Ukraine. C'est pas la guerre encore, hein, Dieu merci. Non, mais la d'ailleurs, menace. Oui, attention. Est-ce que c'est une menace attention. justement qui vous paraît crédible Oui, ou mais non, attention avec ça. Il n'y a pas de guerre, mais on a joué avec le feu en Ukraine. Je pense que l'Union européenne, encore une fois, a cru voir un intérêt dans ces manifestations nombreuses qui se sont transformées en révolte, puis en quelque sorte en révolution d'une partie de l'Ukraine qui voulait rejoindre l'Union européenne. Ce qui est d'ailleurs tout à fait son droit. Il n'y a qu'un malheur, c'est que toute l'autre partie de l'Ukraine ne veut pas. Bon, et c'est aussi son droit. Donc, elle a un peu jeté de l'huile sur le feu en faisant des promesses à l'Ukraine dont elle savait pertinemment qu'elle ne pourrait pas les tenir. Car dire à l'Ukraine aujourd'hui, vous allez adhérer à l'Union européenne, c'est un mensonge. Car les peuples européens ne veulent pas de nouveaux pays dans l'Union européenne, et même un certain nombre d'entre eux veulent sortir de l'Union européenne. Donc, pour des raisons électoralistes, car nous sommes pendant la période européenne, l'Union européenne a probablement là joué avec le feu et se retrouve aujourd'hui face à une situation très complexe. Est-ce que vous comprenez Poutine? Donc j'espère que nous sortirons, bien entendu, par la diplomatie. Ce que je regrette, Monsieur Durand, c'est que je vois que c'est l'Allemagne qui est à la manœuvre. L'Allemagne, elle a, semble-t-il, de l'autorité et de la crédibilité. La France n'en a absolument aucune. Et ça, c'est malheureux, parce que mon grand pays à moi, et notre grand pays à nous, Français, qui avait cette voix particulière dans le monde, aujourd'hui, n'est que la petite voix cachée derrière celle des États-Unis. Et ça, c'est très regrettable. En 2008, c'est Nicolas Sarkozy qui avait fait plier Poutine. Est-ce que vous considérez aujourd'hui, finalement, que François Hollande s'est effacé? Oui, mais ça, c'est ce qu'il vous a raconté, Monsieur Durand. Je pose... ces choses-là nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs, en quelque sorte. Bon, non, jouer un rôle, c'est incontestable. Non, Nicolas Sarkozy était un atlantiste, un hyper-atlantiste, comme l'est d'ailleurs François Hollande. Ça veut dire qu'à chaque fois que les États-Unis ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas joué un rôle en 2008. On se met dans le sillage des États-Unis. Ça n'est pas digne du grand pays qui est le nôtre. Ça n'est pas digne de cette grande histoire de la diplomatie française. Et quand la France n'est pas là, la nature ayant horreur du vide, c'est l'Allemagne qui prend le rôle de la France. Et c'est aujourd'hui elle qui va amener Vladimir Poutine à la table des négociations pour chercher une issue à la crise ukrainienne. C'est bien regrettable. Concernant, je reviens pour un dernier point à la campagne à Paris. Il y a pas mal de comités antifascistes qui font, disons, une campagne un peu musclée contre votre candidat et ces permanences va le rendre ça injuste. Est-ce que vous trouvez ça justifié? Non, je trouve ça scandaleux. Parce que c'est vraiment l'inverse d'un processus démocratique. Mais ils sont d'extrême gauche. Donc ils ont tous les pouvoirs dans notre pays. Ils sont protégés. Ils restent quand même sur l'idée que le Front National est un parti fasciste. Non, mais ils sont protégés par M. Valls. Ce sont eux qui se comportent comme des fascistes, qui agissent par la violence, qui se baladent avec les photos de nos candidats dans la poche en menaçant de s'attaquer physiquement à eux. Ce sont eux qui brisent nos permanences. Et c'est le cas en Bretagne aussi. Ça a été le cas à Nantes, ça a été le cas à Rennes, ça a été le cas 5 fois à Saint-Brieuc. Et ceux-là, ils le font dans une impunité totale parce que le ministre de l'Intérieur a une complicité idéologique avec ces groupes fascisants d'extrême gauche. Et donc, vous considérez que l'accusation qu'il vous porte encore une fois, qui est celle d'être une organisation fasciste, est absurde? Oui, mais ça a toujours été ça. L'extrême gauche a toujours fait cela. Comme elle ne peut pas lutter sur le terrain des idées, elle insulte, elle joue l'amalgame et elle reproche à, soi-disant, leurs adversaires les comportements qui sont en réalité les siens, c'est-à-dire le refus de la démocratie, la violence, l'attaque physique, le fait d'empêcher les adversaires de prendre la parole dans des salles. Moi, je suis aussi confronté à cette situation, sans, semble-t-il, encore
encore une fois, que le ministère de l'Intérieur ne prenne les dispositions pour dissoudre ces groupes, car que les choses soient claires, à chaque fois qu'ils ont manifesté, et ça a été le cas à Nantes, ce sont les mêmes, ils ont tout cassé, brûlé sur leur passage, et les inscriptions sur les murs après leur passage, c'était un flic égale une balle. Et bien que ces gens-là ne soient pas dissous par Manuel Valls, démontre que ce ministre de l'Intérieur est un homme dangereux. Merci beaucoup Marine Le Pen, bonne journée.